Madame, Monsieur, bonjour. Merci de partager les instants d'Ixit sur Idéal Web Radio. Durant près d'une heure, nous passerons en revue quelques propos exacts, précis des dirigeants et autres personnalités qui ont pris position sur divers sujets dans le monde. Les déclarations que je soumettrai ce jour à l'appréciation de mes invités nous viennent de la Belgique, du Mali, du Gabon, de la Tunisie, du Sénégal, du Congo-Brazza. M'accompagne dans l'exercice du jour mes confrères Adrien Moussou, bonjour à vous. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs, auditeurs, pourquoi pas. Bonjour l'Afrique. Et Moïse Soudé, bonjour Moïse. Bonjour à vous Jérôme Kassa, bonjour à toutes et à tous. Moïse, je commence avec vous. Le premier extrait, c'est exactement ceci. Ce partenariat renouvelé sera fondé sur le respect de la souveraineté, la responsabilité et le respect mutuel, les valeurs partagées, l'égalité entre les partenaires et des engagements réciproques. C'est un extrait de la déclaration issue du 6e sommet UA à Bruxelles ce mois-ci. Non, je dirais que c'est rien que de la littérature. Quand vous observez ce qui se passe autour de nous, il y a qu'à voir ce qui se passe au Mali. Est-ce qu'on reconnaît la souveraineté des États africains? Ce n'est pas possible. Les partenaires de l'Afrique ne respectent l'Afrique que quand vous avez des ressources minéralogiques. Et ce n'est pas des gens qui sont là pour le respect des règles démocratiques. Ils sont là pour vous exploiter. Donc je crois que c'est juste un discours qui permet de flatter les chefs d'État africains. Le colon n'a jamais eu du respect pour le coloniser. Non, ce n'est pas possible. Quand vous voyez, quand un État africain se lève et veut se montrer État responsable, État souverain, vous voyez la suite, c'est qu'on crée des rébellions, on crée des coups d'État. Je dis non, il faut arrêter ça. Moi, je dis, il revient aux États africains. C'est pas les Vous n'y croyez pas du tout? Moi, je n'y crois pas. Il revient aux Africains de prendre leurs responsabilités. Ces messieurs-là ne veulent pas notre bonheur. Quel intérêt le colon a à libérer le colonisé? Quel intérêt? Il ne peut pas. Vous voyez ce qui se passe avec en RDC. Vous n'allez pas demander quand même aux colons de libérer la RDC, vu que la RDC est immensément riche. Vous n'allez pas demander quand même aux colons de libérer le Rwanda, le Burundi, non. Tant qu'ils auront des choses à exploiter chez nous, ils vont tenir ce discours-là pour nous flatter et pour mieux nous exploiter. Adrien, une déclaration de plus ou un nouveau départ? Non, une déclaration de plus, en ce sens que je prends en compte Vraiment? Ce que dit Moïse, qui vous dit que même avant que le sommet ou cette rencontre ait lieu, que les conclusions étaient déjà même prêtes avant. Et que ces chefs d'État africains ne sont allés que pour... Bon, excusez-moi. Ils ne sont pas des panthères, Adrien. Pas de la figuration, pas euphémisme, je préfère. Tous? Oui, de la figuration, signer seulement à poser sa science sur les documents, parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont puissants, qui leur dictent la conduite à tenir. Et en fait, de conduite à tenir, surtout dans les États où on dit que la puissance colonisatrice est la France. Et pas de là, on parle aujourd'hui d'Union européenne. Vous croyez que ceux-là vont laisser partir leurs intérêts, eux, en cherchant à vous concéder des privilèges ou des parcelles de pouvoir? Vous n'en aurez pas. Donc, je ne dis pas que le président de l'exercice de l'UA, le président de l'exercice de la CEDEAO, certains chefs d'État qui étaient à cette rencontre-là sont des pantins, mais ils n'ont pas... Ils ne sont pas loin, vous voulez dire? Ils n'ont pas, en tant que tel, ils n'ont pas voix au chapitre, ils n'ont pas le pouvoir de décision. Les gens sont allés décider à leur lieu de place, ils sont allés constater et approuver. C'est énorme ça, Adrien. Mais que ils n'ont pas 12 ans, ils n'ont pas 18 ans. Bon, ils sont allés à l'école. On dit que la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Et par ces temps de contingence ou de situation que ces chefs d'État ne maîtrisent même pas. Avoir des coups d'État qui essaient un peu partout sur le continent, dans des pays où on leur reproche eux-mêmes certaines choses. Vous comprenez bien que plus attirer les foudres venant encore de ces puissances discolonisatrices. Et comme Moïse l'a dit, lorsqu'ils ne sont pas avec vous, lorsqu'ils n'ont plus leurs intérêts, ils peuvent créer des rébellions, des situations conflictuelles qui peuvent amener à vous faire partir du pouvoir. Donc ces chefs d'État ont intérêt, à marcher sur des œufs, à user de doigté, de délicatesse, tous est-il qui sont pieds et mains liés par rapport à un certain nombre de situations. Ils ont parlé d'état de droit, de bonne gouvernance, Moïse, maintenant, qu'il faut revoir les choses de ce côté-là. Arrêtez. Ils savent très bien que les peuples africains sont maîtrisés par les chefs d'État. Mais ils disent rien. Et quel intérêt ils ont à installer partout dans nos États des bases militaires? Si tant est qu'on reconnaît que nous sommes des États souverains, qu'on nous colle la paix. Vous venez vous aider, disent-ils? Non, on n'a pas besoin. Pourquoi on ne nous aide pas à construire des hôpitaux de grand standing? Quand nos chefs d'État, ils ont les maux de tête, ils prennent l'avion, ils vont se soigner chez eux là-bas. Ils disent rien.
Ça veut dire qu'ils acceptent que les capitaux volés en Afrique soient déposés dans leurs banques. Ça aussi, ils doivent dire, mais chez vous, vous êtes des États souverains, on ne veut plus garder dans nos banques ce qui vous appartient. Laissez ça dans votre pays, développez votre pays. Donc, je dis, c'est un discours flatteur et je crois que les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Je dis, ce n'est pas à eux de nous dire que nous sommes des États souverains. C'est à nous de leur démontrer que nous sommes des États souverains en respectant les droits de l'homme. La plupart des pays africains, quand je prends l'espace francophone, dans quel pays vous allez me dire aujourd'hui qu'on respecte les droits de l'homme? Donnez-moi un seul pays francophone dans lequel on dit... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Togo, Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Mali, il n'y en a pas. On ne respecte pas. Aujourd'hui que les Maliens ont voulu lever la tête, vous voyez tout ce qu'il y a, on dit, dégagez votre base de chez nous. On ne veut pas. Ça veut dire que on ne reconnaît pas au Mali, on ne reconnaît le Mali comme un État souverain. Un État souverain prend ses responsabilités. Moi, je dis d'abord, si nous voulons être État souverain, que tous les États africains, les pays francophones, chassent de leur pays tout ce qui appartient encore aux colons. Parce que quand vous avez chez vous, vous venez installer des services de renseignement dans un État souverain, comment on appelle ça? Vous contrôlez les faits et gestes du président de la République. Comment on appelle ça? C'est pas possible. Ça veut dire que vous leur avez octroyé l'indépendance, mais vous continuez de les marquer. Vous voyez comment les présidents africains défilent souvent à la queue leu pour rencontrer le jeune Macron. Pourtant, on est des États souverains. Dès qu'il y a un petit pépin, on vous passe un coup de fil, vous prenez le prochain vol, vous allez à l'Élysée. Pour recevoir des instructions, c'est ça? C'est ça, donc c'est pas un État souverain. Pour discuter d'égal à égal. Oui, non, c'est pas discuter d'égal à égal. Colon colonisé. Et puis ça s'arrête là. Vous voyez comment le président ivoirien, il est accroché au jeune Macron alors que c'est son fils et puis il ne tient pas les bras comme si, bon, sans Macron... Homologue. Non, c'est pas comme rapport, ça. Quand on est chef d'État et que on est sur le même piédestal, on n'a pas ce comportement-là. On se comporte comme président d'un État souverain. On n'est pas un guignol au service de l'autre. Je dis non, il faut que les Africains, ça c'est des discours. L'Europe n'est pas encore prête à libérer l'Afrique. Tant que nous aurons des ressources à exploiter, tant que nos présidents, au moins de coup de fil, vont débarquer en France, recevoir des instructions, nous ne serons pas des États souverains. 150 milliards d'euros en 7 ans pour l'Afrique. De bonnes intentions, non? Non, mais ce n'est pas pour cela que nous avons fait s'aborder notre souveraineté au profit des espèces sonantes trébuchantes. C'est vrai, nous voulons promouvoir le développement du continent africain et pas ricocher des États africains, mais ce n'est pas pour cela que nous allons continuer à avaler des couleuvres. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il s'agit. 150 milliards. Mais eux, ils en prennent plus. Eux, ils savent. Là où se trouvent leurs intérêts. Ils vous donnent par la main droite, c'est tellement qu'ils récupèrent par la main gauche. Et Moïse vient de le dire, on exploite à fond vos ressources, le sous-sol. Pour peu que les sous-sols-là regorgent de ressources minières ou certains minéraux d'importance qu'eux peuvent transformer chez eux. Revenir vous vendre chez vous, mais avec des dividendes énormes, bon, je ne pense pas. Donc, ils peuvent ramener 300 milliards d'euros en Afrique. Nous devons prendre, mais en nous comportant comme des chefs d'État dignes, responsables, qui aiment leur pays. Et aimer son pays, c'est en défendre la souveraineté, vraiment. Il veut aider l'Afrique à garder sur place ses jeunes, ses étudiants. Non, c'est pas possible. Est-ce que nous donnons les Encore une bonne intention? Oui, je suis d'accord. Ça, c'est l'intention. Mais dans l'acte, est-ce qu'on permet aux États africains de créer des grandes écoles? Est-ce qu'on permet? Parce que c'est de nous aider à construire des grandes écoles. Eux, ils vont là-bas, vous allez voir les Africains qui vont étudier en France, en Belgique. Quand ils sont meilleurs de leur promotion, on les garde là-bas. On a même tendance à leur donner la nationalité pour dire, nous, on a besoin de vous. Si tant qu'on veut aider l'Afrique, dès que vous avez fini de former, on a dit que dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, les médecins qui travaillent dans la banlieue parisienne sont plus nombreux que les médecins qui exercent sur ce territoire-là. Pourtant, ils ont été formés en France, ils ont fini, ils sont meilleurs. On leur dit, bon, retournez chez vous, on a besoin de chez vous. On les garde là-bas. Donc, il y a un problème. Je dis, tant que pour choisir un président en Afrique, il faut toujours la bénédiction et des partenaires, des PTF, ça ne marche. On ne sera jamais un État souverain. Quand on veut choisir, parfois c'est eux qui restent là-bas, qui disent à la prochaine élection, c'est lui qui sera élu. Ils font tout. Donc, on ne peut pas parler de souveraineté, je dis, et il revient aux Africains. Il faut qu'on rentre dans un nouveau cycle. Désormais, les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Nous pouvons, Adrien l'a bien dit, on ne peut pas produire du coton dans un pays, on va le transformer en France, on nous ramène ça, et le produit fini est plus cher. Ce n'est pas comme si c'est nous qui produisons. Pourquoi ces messieurs-là ne nous aident pas à installer des usines de transformation chez nous? Ça ne les arrange pas.
Ils préfèrent que ça vienne de là-bas et qu'eux, ils les transforment, ils fabriquent des habits, qu'ils nous envoient ça plus cher. Donc je dis, ça c'est du pipeau, quoi. C'est de la phraséologie. On veut nous en mettre plein le visage. C'est-à-dire que c'est comme la souris qui vous mord, qui souffre, que vous ne puissiez pas sentir la douleur. Pendant ce temps, on nous exploite. Donc on a déjà refusé ça. Il y a un comité de suivi UAUE pour le suivi. Juste un Ça comité. veut dire qu'on veut faire du concret cette fois. Non seulement, c'est pour assurer, certes, les pays africains partenaires, mais non, même ce comité-là sera piloté de loin par ceux-là qui ont intérêt à agir, en fait. Oui, là maintenant, bon, je peux bien utiliser votre expression. Je ne veux pas croire que ceux-là qui sont au niveau du comité soient également des pantins. En cela, justement, qu'il y a d'autres qui tirent la ficelle et ils vous indiquent la conduite à tenir. Même par rapport à ce comité, les travaux à faire, les grandes orientations, les grandes lignes. Mais je me pose la question de savoir si elles ne sont pas déjà tracées. Une sorte de moule dans lequel les membres de ce comité doivent pouvoir rester. Parce qu'à vouloir sortir de ce moule, de ce cadrage-là, mais non. Vous avez vu l'expérience en Afrique, les pays dans lesquels il y a souvent les gros crabes là. Souvent, parfois, lorsque vous mettez les crabes dans le panier, ils tendent à sortir, on les ramène rapidement. Mais ce sera cette gymnastique-là qu'ils auront fait rapidement. Lorsque il s'en trouverait des illuminés ou certains qui se croiraient plus intelligents, vouloir dire, bon, les choses modifier ceci. Non, on vous dira non, remettez. Et ce qui est grave, on donne des instructions, on fait une jonction au chef d'État de ceux-là qui sont Non, les membres de ce comité sont choisis en fonction. C'est le partenaire qui dit, lui il est bon pour faire le job. C'est justement le comble. Il est là pour valider ce qu'on lui... Il n'a pas de réflexion à mener outre mesure que ce qu'il a devant lui. On ne choisit pas n'importe qui pour faire partie de ce comité-là. Le colon sait. Puisque vous avez été formé chez lui. Oui. Et il connaît vos points faibles, vos points forts. Il te met là avec un bon salaire, tous les moyens. Et puis, qu'est-ce qui te reste? Comme un pantin, tu valides ce qu'il a donné tranquillement. L'objectif atteint... On doit t'amener à atteindre cet objectif. Mais il se retrouve sur le continent, aucun dirigeant pour comprendre que là, ça va mal. Dit, un ou deux là éclairés qui disent non au mouvement. Pieds et mains liés. Jérôme Kassa, quand vous avez domicilié toute votre fortune dans le pays là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous vous opposez à eux, ils vont mettre la main sur votre fortune. La plupart des pays, des présidents des pays francophones, ils ont domicilié leur fortune là-bas. Ils ont des villas là-bas, ils ont des châteaux. Donc, ils ne peuvent pas. C'est une question de protection des intérêts. Si je veux que la France protège mes intérêts, il faut que je sois un président docile. Sinon, la France est capable, vous avez vu comment on a dit, à faire de biens mal acquis. Bon, on a pris, on a vendu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retourné encore l'argent au père de celui à qui on avait arraché les biens. Donc, c'est une façon... Bon, quand on a besoin de vous, vous êtes là. Mais le jour où le partenaire a vu que celui-là, c'est un président trop éclairé, vous savez, le cas de la Côte d'Ivoire est là, le cas d'autres pays, on dit, bon, lui, il n'a qu'à débrasser le plancher. Nous allons faire venir notre homme pour mieux garantir nos intérêts. Mais on se sera abstenu. Pourquoi se sont-ils déplacés, nos chefs d'État? Ah, mais non. Un exemple parmi tant d'autres. Goïta aurait quelque intérêt en France ou quelque part dans un pays européen, mais il ne tiendrait pas le bon bout là. Donc, puisque ce monsieur qui dirige la junte présentement aux affaires à Bamako, bon, on n'a pas encore un compte ouvert, soit en France, dans un pays européen, vous avez vu? Ils ne le tiennent pas. Ils ne le tiennent pas, les coups de franche. Et puis, ils s'opposent même à la France puissance colonisatrice. L'autre a voulu débarquer, mais il lui a dit, il n'est pas question. Et on leur enjoint de faire déguerpir leur base. Et vous avez vu la posture qui est celle du président français. On n'a pas à leur dicter. Nous parlons tantôt de souveraineté, voilà. Les gars vous disent partez, mais vous dites que non, vous prenez votre temps. Non. Souveraineté, où es-tu? Eh oui, nos chefs d'État sont à l'écoute. J'espère que la nouvelle génération... Ça veut dire que c'est foutu, hein, Adrien, ce que vous dites là. C'est foutu complètement avec les actuels chefs d'État. La plupart. Parce qu'il devrait y avoir quelque espoir. Avec, ceux-là qui, au lendemain du coup d'État, ont pris les rênes dans ces pays. Mais attention, il ne faudrait pas que non plus ils se mélangent les pédales là. Parce qu'il y a certains déjà... on note une sorte de dérive dictatoriale. Tout de suite. Tout de suite, je prends le cas de la Guinée-Conakry. C'est vrai, on a initié une CRIEF. On s'est inspiré certainement de ce qui se passe dans un pays d'Afrique de l'Ouest également. Chiche. Mais déjà, on sait qu'en organisant les élections tout de suite, le plus célèbre opposant qui a plus... qui est en vue là. En vue, bon, on lui colle déjà un dossier qui doit le rattraper, il doit déjà faire la prison. Oh là là, oh là là.
Et Là, c'est plus pourtant, fort café. nos partenaires savent que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et, on n'en a que fait de la démocratie. Les élections, parfois même, les résultats sont connus avant qu'on aille voter. Et c'est le partenaire Qui vient féliciter. qui vient féliciter, parce que lui, s'il refuse de féliciter, on pourrait lui dire, bon, désormais, notre uranium, notre phosphate, on va envoyer ça chez les Russes, ou bien on va envoyer ça chez les Chinois. Vous savez que c'est la tendance aujourd'hui. Et nous passons maintenant au Mali, au Mali, c'est Ouattara qui parle. Hein. Et Ouattara dit exactement ceci, je suis avec vous, Adrien. Le départ de Barkhane et Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense et d'accroître la protection de nos frontières. Ouattara est tout malheureux, là, visiblement. A raison. A raison. En cela que, comme mon professeur français le disait, il faut lire à travers les livres, derrière les lignes, pour trouver les vraies réponses aux problématiques. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans voir que le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frontaliers. En cela, justement, que pour avoir installé un temps leur base militaire au Mali, le Mali, de fait, est un bouclier pour la Côte d'Ivoire. En cela que cette propension que devraient avoir les djihadistes à vite atteindre la Côte d'Ivoire, vous comprenez bien que il n'y a plus rien qui puisse les en empêcher désormais. Oui, les pleurs sont différentes. Nous parlons d'intérêt. C'est vrai. C'est l'une des pleurs du président Ouattara. Parce que en déplaçant la base militaire française de Bamako, Non. mais tout de suite, Il est exposé. il est exposé, davantage exposé en fait. Donc l'imparable sera toujours l'imparable. Et la base encore, ce n'est pas qu'on dit qu'on ira l'installer maintenant, je ne sais pourquoi, non des frontières ivoiriennes, mais c'est pour être au Niger. Encore que là, le Niger n'est pas directement un pays frontalier de la Côte d'Ivoire, à ce que je sache. Donc, le président Alassane Ouattara a intérêt à ce que la base soit maintenue à Bamako. Mais lui non plus n'a pas de bon rapport, second point d'intérêt. Il n'a pas de bon rapport avec la jeune présentement aux affaires à Bamako. Alors là, vous aurez compris que les taux se resserrent autour de la Côte d'Ivoire par rapport aux menaces djihadistes. Et ça fait des dépenses pour les États. C'est ce qui redoute également Ouattara, Moïse. Non, ce n'est pas un problème. Il dit le vide, là, c'est dernière comblé fois, par nos armées. après son fameux chaos, la révolte qui s'en est suivie, ce sont ces Français-là, ces militaires français qui sont allés le sauver. Donc, il sait de quoi il parle. Parce que quand il n'aura plus cette assurance-là, il peut y avoir rébellion à n'importe quel moment en Côte d'Ivoire pour le chasser du pouvoir. Parce que quand il y a rébellion, ce n'est pas les militaires ivoiriens qui le protègent, c'est les Français qui débarquent en premier pour le sauver maintenant. Il pleure pour ça parce que lui ne pense pas au peuple ivoirien, il ne pense pas au peuple malien, il pense à lui-même Ouattara. Vous savez que son mandat là pose problème et que la révolte peut venir à tout moment. Donc aujourd'hui, il se dit, mais si mes protecteurs de griffes s'en vont, qu'est-ce que je vais devenir? On n'est même pas, parce que le Niger est très loin. Le Niger est si bon. Vous savez qu'au Niger, il y a des intérêts français par rapport à l'uranium. Vous le savez très bien. Donc les Français ont déplacé leur base. Ils voudraient installer leur base dans un pays où ils ont des intérêts. Je dis aujourd'hui, Ouattara va être mal à l'aise, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut tanguer chez lui. Et le temps de quitter peut-être le Niger pour venir, pour aller à la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses se seraient passées. Donc aujourd'hui, il dit nos armées. Comment un président, un chef d'État, d'un État souverain, ne peut pas compter sur son armée? Ça pose un problème. Pourquoi? Et Assimi Goïta l'a dit. Il dit, mais ils sont restés là tout le temps, ils n'ont pas pu aider le Mali à s'équiper. Et dès que le Mali a fait appel aux Russes, en quelques mois, ils ont acheté du matériel neuf. Vous avez dit que l'armée malienne est désormais une armée souveraine et peut affronter les djihadistes. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas les armes. Et depuis, pour éviter les affaires de coup d'État, on n'a jamais acheté les armes. Donc aujourd'hui, si l'opération Barkhane ça va, qu'on aille voir dans le budget ivoirien ce qu'il faut faire pour recycler et former les militaires. Parce qu'on parle toujours. En réalité, c'est pour ça, ce sujet a un rapport direct avec le premier. Si on veut qu'on soit souverain, pourquoi vous ne nous aidez pas à former nos militaires? Pourquoi vous ne nous aidez pas à équiper notre armée que de chaque fois venir installer vos bases? Je crois que Ouattara, il fait partie de ce qui sont des produits de la politique France-Afrique. La France-Afrique, voilà, un des produits, parce que si on s'y tente compte tenu aux États africains, Ouattara ne nous a pas fait un troisième mandat. Mais le colon, là, il a fait un troisième mandat. Le colon l'a protégé parce que peut-être il est le garant d'un certain nombre d'intérêts. Maintenant que le bouclier est en train d'être... Normalement, si Ouattara était un président africain, il devait soutenir
Assimi Goïta, qui a demandé... Il est président américain. Non, mi-français, mi-africain. Il n'a pas de couleur. Non, il n'a pas de couleur. S'il était vraiment président africain et soucieux de l'avenir de l'Afrique, et quand Assimi Goïta a dit dégager la base de mon pays, tous les présidents devaient soutenir Assimi Goïta pour dire nous sommes d'accord avec toi. Mais vous voyez, il pleure. Pourquoi il pleure? S'il était un président sérieux. Les présidents qui n'ont pas de difficulté avec le peuple, ils sont tranquilles. Ils savent que je fais la volonté du peuple. Le peuple ne peut pas se révolter contre moi. Et lui, comme il a forcé, il est venu parce qu'il a été imposé. Maintenant que, comme ses tuteurs sont en train de débarrasser le plancher, il voit le puits à ses portes. Oui, il vient de le dire, il vaut mieux former sur place les Africains et demander à la France de se retirer tranquillement. Pourquoi ne pas faire cette option? Oui, la plupart du temps, lorsqu'il y a coup d'État, les officiers prennent le pouvoir. Mais nous ne cesse de rappeler cela. Parce que c'est faute d'équipement que les djihadistes, parfois, atteignent facilement nos armées et ces régions-là. Équipement, non seulement pour avoir les informations, pour anticiper. Mais non, nos chefs d'État, et les rares fois où on a voulu équiper même, vous assistez à des détournements. Et c'est après qu'on apprend, on fait le rapport, on dépose, on ne sanctionne pas. Toujours dit qu'on a peur de ces officiers. Ils peuvent me faire également un coup d'État, parce qu'il n'y a pas le matériel qu'il faut. Et on préfère peut-être, craignant pour soi-même, on préfère alors monter nos petites armées d'élite, armées dans l'armée en quelque sorte, qu'on équipe alors. Qu'on équipe véritablement. Pour son intérêt personnel. Pour son intérêt, pour sa protection. C'est tout. Pourquoi ne pas parler de milice? Au détriment de l'armée vraiment républicaine. Parce que, soyons réalistes, une armée républicaine doit être au service du peuple. Et non des dirigeants seuls. Et des dirigeants et des peuples. Mais il se fait que désormais, avec les moyens du peuple, de l'État, on constitue soit une milice privée ou une garde rapprochée qu'on équipe sérieusement, qu'on donne de moyens et on fragilise l'armée nationale, l'armée républicaine. Bon, dirions-nous qu'il y a quelque chose de malheur et bon, qu'il aura fallu les velléités ou les assauts des djihadistes pour que certains chefs d'État se réveillent pour dire qu'il faut maintenant équiper nos armées. C'est encore une autre paire de manches. Et on voit le Mali dans le rejet total de la France ces derniers temps. Oui, vous savez, beaucoup d'Africains n'aiment pas la France. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas... C'est vraiment des gens qui nous ont donné l'indépendance, mais qui, en arrière-base, continuent de nous diriger. Est-ce qu'un président africain peut prendre le téléphone, appeler le président français pour dire « Viens chez moi ». Mais là-bas, quand l'Élysée vous appelle, l'instant d'après, votre président saute, le président africain saute dans l'avion, il va là-bas. À vos ordres. À vos ordres, parce qu'il serait peut-être en train de toucher à des intérêts français et on ne peut pas faire ce débat-là au téléphone. On continue de le faire? Mais oui. Il faut voir que sur le scène français, quand les présidents africains débarquent là-bas, des gens devant leurs jeunes frères font la courbette, je ne sais même pas pourquoi. Je dis non, il faut que Ouattara, au niveau de la CEDEAO, qu'on se change de stratégie. Il faut former chez nous. Ce n'est pas seulement au niveau de l'armée. Il faut avoir des grandes écoles pour former les spécialistes. Parce que c'est là-bas. Si vous avez un parent qui a étudié l'essai, il va vous dire, quand tu es bon là-bas, tu ne reviens pas chez toi. Il faut que les Africains comprennent ça. Ce n'est pas la peine de dire, écoutez, il faut aider le Mali à se débarrasser de cette base-là. Il faut que désormais, les présidents africains, parce que si les présidents africains se comportent normalement, c'est-à-dire que je suis venu pour faire un mandat ou 2 mandats, je ne viens pas pour brimer le peuple, je ne viens pas pour venir détourner le denier public. Si vous vous comportez normalement, regardez, de 90 jusqu'en 2000, il n'y a plus de coups d'État dans les États africains parce que ceux qui sont arrivés ont joué leur rôle, ils ont accompli leur mission. Au Mali, le professeur qui est venu, comment il s'appelle, il a fait 2 mandats, il est parti. Konaré est parti. Alpha Konaré. Est-ce qu'aujourd'hui on a créé ça? Donc il faut que tous les présidents africains se disent, si je me comporte normalement, il ne devrait pas avoir de coup d'État. C'est quand vous commencez par brimer les gens que les gens disent, Ouattara n'a qu'à comprendre qu'il est temps que l'État, parce que les États africains, nous sommes des États dits souverains. Ce n'est pas une griffe. Normalement, nous sommes souverains. Il y a des choses, c'est comme dans le domaine, il y a des dépenses de souveraineté. Nous devons quand même former nos cadres sur place. Nous devons équiper nos armées. Ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous, c'est ça qui a tué le Congo-Brazzaville, où chaque homme politique avait sa milice. On n'a pas équipé l'État républicain, mais on s'est équipé soi-même pour se protéger, mais on s'en fout du peuple. Je dis, tant que ça va se passer comme ça, si un président africain est d'accord
a fait la volonté du peuple qui lui a confié le pouvoir. On n'a même pas besoin d'armée pour dire que... Non, parce que quand un peuple est uni, c'est difficile pour les djihadistes de venir. C'est quand il y a des poches de résistance, il y a des frustrés, parce que d'habitude, les djihadistes, ils recrutent dans quoi? C'est parmi les frustrés. Ceux qui, les sans-emploi, on dit, bon, vous venez, vous allez combattre à notre côté, on vous donne un salaire. Le gars qui a la recherche de l'emploi et que facilement on lui dit, bon, tu peux prendre les armes et tu seras bien payé à la fin du mois, qu'est-ce qu'il va faire? Président africain, prenez vos CD et respectez la volonté du peuple. Roger dit français, la France dit je me retire. Mais à mon heure, Goïta dit pas question, full camp tout de suite. Et Il a dit tout paix. le Mali serait plus équipé que la France que face au refus français de quitter illico presto. Mais je peux vous dire que il devait avoir un combat. Oui, c'est parce que véritablement, jusque-là, l'armée malienne n'est pas encore autant équipée que les forces françaises, c'est tout. Parce que nous continuons de parler toujours de souveraineté. Justement, de souveraineté. Quand est-ce que les autorités d'un pays indépendant, souverain, mais vous enjoignent de quitter le territoire? Vous dites non que vous devez prendre votre temps. Vous partirez quand vous voudrez. Oui. Vous avez votre termine, vous avez votre temps. Mais non, il ne devrait pas être question. C'est ça. Vous voyez souvent parfois. Mais les Français ou les pays européens, ceux-là qui sont puissants, lorsqu'ils enjoignent genre, quitter et vider la Lufetti, mais les autres pris bagage. Mais dans le cas malien, en fait, je dirais que c'est ce qui bloque. Sinon, avec la détermination de la junte au pouvoir au Mali, non. Bon, écoutez, Macron veut ralentir les choses jusqu'à la prochaine élection. Justement. Et s'il revenait, c'est pour régler ses comptes avec le Mali. Ah, c'est pas calcul. Oui, c'est ça. C'est stratégique. C'est stratégique. Il veut faire durer le suspense jusqu'à sa réélection. Et quand il vient, il va se consacrer uniquement à déstabiliser l'État malien. Quand vous suivez un peu Choguel Magaï, ils vont vous dire qu'ils ont voulu créer une sécession déjà dans le nord du Mali et que c'est la France qui est derrière tout ça. Donc aujourd'hui, c'est bien calculé. Ce garçon-là, en griffe, j'attends, j'ai un second mandat. Maintenant, je me consacre à lui. Parce que si le Mali arrive à chasser la France, ça va faire école en Afrique. Ça va faire école. Et la France ne veut pas qu'il y ait des émules. Parce que si le Mali arrive à chasser, vous allez voir les Guinéens vont chasser les Burkinabés. Les gens vont commencer par chasser les Français. Ils vont s'attaquer vertement aux Français. Donc c'est ça que l'autre veut éviter. Il dit, ben non, écoutez, sinon quand votre mari vous dit, sortez de chez moi, vous sortez. Mais la France compte sur quoi? Parce que la France dit, le Mali n'est pas suffisamment équipé. Si on devait faire une guerre, non. Et je crois que l'objectif, c'était de comment faire. Ou peut-être tuer Assimi Goïta. C'est pas exclu, c'est ça? C'est pas exclu, mais Assimi Goïta aussi n'est pas un enfant. Il est bien formé. Et il sait, quand vous composez avec les Russes, attention, on sait que les Russes ne sont pas petits. Ils sont bien équipés. Donc, le président français est en train de faire durer le suspense. Parce que lui, le cas de Mali pourrait lui faire perdre les élections en France. C'est clair, parce que le Sénat français, le Parlement français, ils ont les yeux rivés sur la situation du Mali. Et ils ne sont pas d'accord. La façon dont on a d'abord chassé l'ambassadeur, c'est un État africain qui chasse un ambassadeur, qui demande à un État, vous avez dégagé votre base, attention. Si ça réussit au Mali, c'est que dans les autres pays africains, ça va faire école. Et c'est pas bon pour la France. Goïta tient tête pendant que ses pairs, on peut les appeler ainsi, disent pardon, France, vous restez, les partenariats, on en veut. Oui. Bien curieux, ça. Autre certes, je vous ai dit que c'est une affaire de génération. En cela, justement, que Goïta fait partie de la nouvelle génération, ou je dirais de la génération naissante. Et progressivement, lorsque les peuples comprendront davantage tout cela, ces caciques, dit-on, de la CEDEAO, de l'UA, ces chefs d'État, lorsqu'ils vont partir, vous verrez bien comment est-ce que les jeunes qui prendront le pouvoir dans ces pays-là affirmeront en face du monde qu'en fait de souveraineté, voilà. Il y aura un nouvel ordre. Forcément, toujours avec ce qui se passe au Mali. Et comme Moïse l'a dit, il aura suffi que Goïta et les siens tiennent vraiment tête à la France. Et que cela fasse des émules, mais vous allez voir, ça va prendre dans la sous-région ouest-africaine d'abord. Et déjà, certains chefs d'État ont conscience de cela. À Dakar, on fait désormais attention. Légalement, on cherche les moyens pour mettre de l'eau dans son vin. Bon, une canne a pris par là, on a gagné. Vous comprenez bien. Bon, parce que d'une manière ou d'une autre, ah oui, les gens également, la jeunesse surtout, les jeunes se préparent et s'inspirent de ce qui se passe dans ces pays-là pour qu'au cas où,
ils puissent véritablement prendre des responsabilités eux aussi. Une question à Ouattara au passage, je suis avec vous Moïse. Ouattara, candidat en 2025, il dit « Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Je souhaite que les Ivoiriens choisissent en 2025 quelqu'un de plus jeune que moi, mes prédécesseurs. » Il veut sa fin politique en même temps que celle des vous savez, quand il a dit qu'il va passer le pouvoir à ceux qui sont passés de Diatré par là, vous croyez que c'était sincère? Je crois que l'État ivoirien devait savoir pourquoi tous ceux qui ont été désignés pour remplacer Ouattara sont morts. Il faut que l'État ivoirien dirige une enquête. Sinon, vous ne pouvez pas choisir des gens pour vous remplacer et l'un après l'autre, ils meurent. Ça vous paraît suspect? C'est suspect. Toute analyse politique doit savoir que c'est suspect. Je choisis un dauphin. Le premier meurt. Je choisis le second. Il meurt et je reste au pouvoir. Et je dis... La nature me lâche peut-être. Le troisième l'a échappé belle. Il a échappé belle. Ah bon? Oui, Il a failli? Oui, il a failli casser la pipe. Maintenant, je dis en 2025, non, c'est pas sûr. Il faut que Pépé apprenne à laisser le pouvoir. Parce que c'est maintenant qu'il doit commencer par former une génération. Si tant est qu'il tient aux jeunes, il dit, bon, il va laisser le pouvoir aux jeunes. Qui est-ce qu'il a formé aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut montrer du doigt quelqu'un qui est en train d'être formé par Ouattara pour le remplacer? Non, c'est bon. Écoutez, Fouette l'a dit, le roi de son vivant ne connaît pas son successeur. Et le président Fouette l'a fait. Donc, c'était la même chose. Lui aussi va dire de son vivant, il ne connaîtra pas son remplaçant. Peut-être quand il va mourir au pouvoir, on va revenir dans le scénario de Robert Gueye où le pouvoir s'est retrouvé par terre et quelqu'un l'a ramassé. Donc, il faut que le président africain, quand ils sont au pouvoir, prépare la relève. C'est pas bon. Sinon, 2025, c'est pas loin. C'est dans 3 ans. Il faut déjà commencer par... Bon, eh bien, c'est son fils, parce qu'en Afrique, c'est ça. Hein, quand on veut partir, on prépare son fils. Non, je dis... Si Dieu lui donne la vie, vous allez voir en 2025 il va se présenter encore. Moïse. Parce que tant que vous avez la majorité au Parlement, vous allez la loi est à votre... Merci. Vous allez modifier la loi. Parce que c'est un problème. Vous le voyez oser faire ça. Il a fait, non? Il a fait pour la première fois. Non? C'est peut-être pour ça qu'il pleure. Il pleure le départ de la base militaire. Parce que c'est que si la base militaire était là, en 2025, il peut encore forcer, si les Ivoiriens lèvent la tête, on va tirer sur. Adrien il dit que je viens bien partir en même temps que les Bédier, que les Babos. C'est ce qu'il semble dire, non? Oui, c'est ce qu'il semble dire. Mais l'autre inquiétude, c'est que certains chefs d'État ont peur. De quoi? De l'après-pouvoir. De l'après-pouvoir, en cela que, ayant certainement commis des impairs, ayant violé tellement les droits. Il y a plein d'anciens chefs d'État dans le monde. Oui, mais ceux-là, bon, plus ou moins, ont fait dans du politiquement correct. C'est vrai, il y a eu quelques actions. Mais il y a certains chefs d'État, ils ont tellement commis des actions d'impair, ils ont tellement violé les lois de la République et les normes du vivre ensemble, qu'ils se posent la question suivante. Lorsque je partirai dans un certain nombre de conditions, le successeur, s'il n'est pas mon dauphin tout désigné, celui-là qui pourra assurer mes arrières, mais est-ce que je ne mérite pas la guillotine ou est-ce qu'on va me faire un traitement de faveur? C'est aussi l'inquiétude. Justement, voilà pourquoi parfois, lorsqu'ils ont tout fait, tripatouillé, tout fait, et qu'ils ne parviennent pas à gagner les élections, à faire gagner les élections par le candidat, et que l'opposition a gain de cause, mais vous le voyez tout de suite courir pour aller s'agenouiller pratiquement devant toujours les responsables de la puissance colonisatrice pour dire parlez à mon successeur, dites-lui un certain nombre de choses, je veux des garanties, je veux des assurances. En fait, c'est ça. C'est tout cela. Souveraineté, vous y voilà encore. Dites à mon successeur de ne pas me malmener. Parce que la puissance colonisatrice à laquelle on s'est adressé a conscience de ce que vous qui êtes allés la voir pour négocier un des lendemains paisible après la perte du pouvoir, elle a conscience de ce que vous avez commis tellement d'impairs que votre successeur devrait normalement vous envoyer d'abord au Louvre avant de chercher à faire passer vos différents dossiers devant les tribunaux. Triste ça, non, Moïse? Oui, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous faites du politiquement correct, vous respectez la volonté du peuple. Écoutez, Barack Obama aux États-Unis, allez au Ghana, vous allez voir le président ghanéen, il circule tranquillement, ils n'ont pas de rien, ils peuvent aller au marché, parce qu'ils ont bien accompli leur mission. Mais ailleurs, les gens, même dans la voiture banalisée, ils ont peur de sortir. Donc il faut que le président africain comprenne que
Vous êtes parti du peuple pour devenir président et après l'exercice du mandat, vous retournez dans le peuple. Et vous êtes obligé de rencontrer les gens. Vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Vous irez au moins à l'église, vous irez au marché, vous allez faire le footing. Mais il y a certains présidents, dès qu'ils finissent leur mandat, ils vont se cacher. C'est ce colon-là qui nous demande d'être des États souverains. Je reste avec vous, Moïse. Nous sommes en Tunisie maintenant, dans le domaine de la justice particulièrement. Nous pourrons aller au-delà. Kais Saïed démontre le Conseil supérieur de la magistrature. C'était le dernier carré de résistance institutionnelle, dit Kadia Mohen, politologue et chercheuse spécialiste du Maghreb, l'inconsolable, devant ce tableau. Les conseils supérieurs de la magistrature en Afrique, nous savons ce que c'est. C'est quoi, Moïse, dites-nous? Non, parce que dans certains pays, on a mis des éléments halogènes, c'est-à-dire que le politique a envahi le Conseil supérieur de la magistrature. Quand on dit le Conseil supérieur de la magistrature, c'est quand même réservé. C'est pointu. C'est pointu. Maintenant, bon, dans plusieurs États, pour avoir toujours la même mise sur la justice, on y a introduit des éléments halogènes. Et je crois qu'il est clair, il faut finir avec ça en Afrique. Parce qu'en Afrique, celui qui est au pouvoir, il veut maîtriser toutes les institutions. Et là, quand le Conseil supérieur de la magistrature est fragilisé, c'est que votre justice a des problèmes. On va mettre des hommes, peut-être des hommes politiques, ceux qui ne maîtrisent rien du droit. Et quand le Conseil supérieur de la magistrature décide, vous savez, on peut se lever pour dire on va rayer des magistrats. On les raye. On peut dire désormais, voilà comment ça va se passer. Donc je crois qu'il faut, et je suis d'accord avec lui, parce que ça devient un rempart contre la démocratie. Quand vous laissez n'importe qui dans le Conseil supérieur de la magistrature, écoutez, regardez, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai toujours des grèves contre les Français dans les pays francophones. Et ça ne se passe que dans les pays francophones. Dans son pays, on parle français. Et dans les pays anglophones, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes bon, on vous met là. On n'a pas le chef d'État qui a le pouvoir n'a pas besoin d'avoir la même mise sur les institutions pour travailler. Et quand le Conseil supérieur de la magistrature est maîtrisé par des éléments qui ne sont pas de la corporation, ce n'est pas bon pour la démocratie. Et là, il faut, quand vous arrivez à démanteler ça, vous pouvez restaurer votre démocratie. Mais c'est difficile en Afrique de le faire. Une bonne option selon vous? Ah non, moi, je ne partage pas tout à fait cette option-là. C'est là que ce président-là, même, avant qu'il ne gagne les élections, quel bien n'a-t-on pas dit de lui? Maintenant, une fois au pouvoir, vraiment, c'est aussi ça, les réalités africaines. C'est le contraire. Il saute les institutions une à une. Oui, c'est le contraire. Non, si les institutions l'empêchent, parce que les institutions étaient là. Justement, oui. Et quand ils voient la composition de l'institution, qui ne répond pas aux normes, je suis d'accord avec lui pour qu'il les sorte. Oui. D'accord que ça gêne. Mais est-ce que lui seul, individu, justement, décide, il sort du pays, il sort des institutions, parce que ça va mal? Ça, c'est l'Afrique. Un seul individu. Un seul individu. Et il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Il a vu faire. Mais oui, il a vu faire. C'est Et pourquoi il continue. Ça fait école. Quand vous avez posé l'acte et que personne n'a pu lever le doigt pour dire ce qu'il fait, le colon n'a pas pu lever le doigt pour dire attention, ça ne se fait pas comme ça, et que les autres ont fait, mais lui aussi va faire. Quand un a modifié la constitution en Afrique et est resté au pouvoir, vous avez vu, non, dans tous les autres pays, ça fait école. Et ce qu'il est en train de faire là, vous allez bientôt voir que dans le Maghreb, ça va faire école et ça va venir en Afrique sur du Sahara. Oui, le mal dont vous parlez, Moïse, il est là, c'est vrai. Mais est-ce qu'un chef d'État, à lui seul, est-il fondé à faire ça? Il n'est pas Parce que ça ne va pas bien. Il n'est pas fondé. Ce qu'il dénonce, c'est réel. Hein? Oui. Ça va mal, justice aux ordres, machin, c'est vrai. Mais est-ce que lui, il tient ce pouvoir de qui? Non, si il constate que personne, c'est vrai que... Revoyons les choses, d'accord, mais ça ne vient vrai pas de moi seul, là. C'est une dérive. Mais est-ce que dans ce qu'il dénonce, il a été soutenu? Parce que lui, il veut exercer le pouvoir. Si ce Conseil supérieur de la magistrature l'empêche d'exercer le pouvoir, il se donne le droit, je ne l'encourage pas, il se donne le droit de se débarrasser. Ça veut dire que les autres devaient le soutenir pour qu'on trouve ensemble le mécanisme. Parce que se comporter comme ça, ça va être de la dictature. La seule chose qu'il puisse faire, ou le minimum, c'est d'inviter alors, comme on le fait aux États généraux, par rapport à un certain nombre d'institutions, où il a le pouvoir, c'est qu'il a le pouvoir, mais il invite certaines personnalités. Alors, voici les points de blocage qui font que nous ne pouvons pas gérer comme sur la République. Alors, vous qui êtes des sommités, vous qui constituez un comité ad hoc, proposez-nous des solutions judicieuses par rapport à ça. Mais lui seul, il ne détient pas la souveraineté de tout un peuple, en fait. Voilà quoi il dit. Pourtant, je crois savoir, il doit être un juriste également. De haut niveau, là. De haut niveau, justement. Voilà pourquoi il disait qu'au moment où, lors des élections, quel bien n'a-t-on pas dit de lui, l'université, il fait ci, il fait ça.
Mais parvenir au pouvoir, c'est tout à fait le Vous contraire. savez, Oh lui, là là. en tant que juge de haut niveau, c'est ça qui l'intéresse. Parce qu'il sait que ce conseil-là, il y a des éléments halogènes dedans qui l'empêchent de gérer. Maintenant, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas initié, est-ce qu'il n'a pas initié une telle rencontre? Il n'a rien fait de tel. Il se lève un jour, il prend son stylo, voilà. Oui, et je crois Je que dis sous, point voir. le peuple qui lui a remis le pouvoir est en train de constater, maintenant, il revient au peuple de réagir pour dire Mais il est attention. prêt à mater, ce monsieur, si vous le suivez. C'est pourquoi je dis les peuples africains ne sont pas encore vus pour choisir leurs dirigeants. Ce sont nous, les intellectuels, qui leur disons Adrien, il est bon, il va faire le job. Et quand il vient là, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Moi, je dis parfois, il faut que Dieu vienne raser tous ces présidents-là qui promettent autre chose pendant la campagne. Et quand ils accèdent au pouvoir, ils font carrément le contraire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et justement, l'UA devait être interpellé. L'UA devait être parlez de interpellé ça se passe sous ses yeux. justement, parce que lorsque, par exemple, au niveau de la CEDEAO, par exemple, qui est une norme inférieure, les États n'arrivent pas à régler un certain nombre de crises, l'évidence commande que ce soit alors l'instance suprême, en fait, d'organisation Qui suprême, prend le dossier en charge. qui prend le dossier en charge. Mais tel que c'est là, est-ce que actuellement le président de la commission de l'UA peut avoir ce courage-là, justement, d'initier quoi que ce soit par rapport à la situation en Tunisie, par exemple, dit UA. La Tunisie, à ce que je sache, est membre de l'UA. Rien, fragilisé. Mais c'est à regretter même la défunte OUA, où il y avait un secrétaire général, en fait, et qui, plus ou moins, avait quelques marges de manœuvre. Oui, mais le président de la commission, et tels qu'ils sont désignés ou cooptés ou nommés là, il ne peut pas avoir le courage. À part Konaré, il a osé celui-là. Justement. Il a osé celui-là. Justement. Non, Konaré, vous savez, le président tunisien, il a vu faire. Qui est dans l'UA qui va lever le doigt, qui va lui parler? Qui est dans l'UA, qui est bien élu, qui a bien dirigé son peuple, qui va Faut oser lui faire. dire. C'est ça, il a vu faire. Lui a fragilisé. Maintenant, lui est fragilisé et il les affronte. Vous allez me faire quoi? Vous allez me dire quoi? C'est la même chose au niveau de la CEDEAO. Quand les présidents ils vont donner une leçon de morale à qui? Parce que lui, tout en étant à la touche, il a vu faire. Il dit, ah ben, si je fais ça, que l'UA ne peut rien me dire. Et il fonce tout droit, il s'en fout. Il s'est donné les moyens, vous l'aviez bien rappelé, sachant qu'il peut les mater. Personne ne va mourir pour le peuple. Personne. Donc, on le laisse faire tranquillement. L'UA ne peut. L'UA va se réunir, va faire son discours. Il est libre de les écouter ou de ne pas les écouter. Tranquillement, vous avez vu, non? Donc, c'est ça l'Afrique. Gouverner par l'exemple. Les autres ont fait. Et on n'a rien dit. Le peuple n'a rien dit. L'UA n'a rien dit. Aucune sanction. On a seulement tenu des discours. Et aujourd'hui, dit, bon, moi-même, cette brèche qui est ouverte par l'UA, je l'emprunte et tranquillement, il s'en va. Où va l'Afrique, Adrien? Oui, mais il ne faut pas désespérer par rapport au cas tunisien, c'est là que certains étaient plus forts que ça. Mais ils ont dû partir après, lorsque les populations sont vraiment soulevées. Parce que surtout ces pays maghrébins là, ils ont Ils ont les de la peuples, poigne, hein. ouais, de la poigne, ils ont la tradition. Le printemps arabe. Oui, oui, justement. Donc, par rapport, je voudrais savoir qu'il est en sursis, ce président-là. Il doit faire attention. Ah bon? Ah oui. Vous le lui soufflez. Ah oui, oui, ah oui. C'est bon. Nous passons au Gabon, Adrien. Quand que dit que le pouvoir devient un crime dans ce pays, qu'il y a, c'est Pierre Akédengue, hein, il dit exactement ceci. Il y a tous les problèmes que nous connaissons ici, une misère qui s'aggrave de jour en jour et un manque de véritable démocratie. Et les gens qui parlent sont identifiés comme étant nécessairement des opposants, alors qu'ils ne disent que ce qu'ils voient. Adrien. J'ai pour faire, nous pensons là que, normalement, excusez-moi de le dire, Allez-y. si le président gabonais s'aimait, vu l'état de santé qui est le sien présentement, mais qu'est-ce qui l'empêche de remettre gentiment sa démission? Mais c'est ça, un président, bon, nous sommes tous sujets à la maladie, mais lorsqu'elle vous surprend également cette maladie-là, et pas n'importe laquelle, en plein exercice, que ce soit en plein exercice du pouvoir d'État, quand même, vous savez que vous n'allez pas mourir au pouvoir. Pourquoi ne pas abdiquer? Ça aurait été plus sage d'abdiquer. En cela, justement, que il devrait déjà chercher à passer la main. Vous savez pourquoi on assiste à ça? Parce que l'enfant qu'on tient à préparer pour succéder au père, le rituel nécessaire n'est pas encore fait. En cela que, bon, aujourd'hui au Gabon, hein, c'est vrai, vous critiquez, on est prêt à vous mater, les opposants sont vite identifiables. Akédengue, ce grand artiste,
Je dirais, actuellement, il a un certain âge. Au moment où celui-là faisait les beaux jours de la musique gabonaise, c'est son papa, Albert Bernard Bongo, devenu Hadjouba Bongo, qui était aux affaires. Donc, cette déclaration, cet extrait venant de lui, vous aurez tout compris. En cela que c'est l'indignation totale qui est à son comble. Maintenant, il faut que les autorités gabonaises puissent se saisir de la situation et fassent le décryptage nécessaire. Parce qu'il est également, je crois savoir que à y prendre garde, nous pouvons assister également à certains comportements déviants qui pourraient amener au vrai de fait dans ce pays. Je veux parler de la violence. Vivement qu'on n'arrive pas là. Et vivement que le président gabonais actuel ne parte pas dans des situations exécrables. L'artiste dans son rôle, Moïse? Oui, quand vous avez annoncé le sujet, j'ai souri. Pourquoi? Parce que ce Gabon-là, sur une chaîne béninoise, en janvier 2017, j'ai eu à critiquer ce même pouvoir. Vous, Moïse? Oui, et on a reçu des coups de fil depuis le Gabon. On a reçu le fil de On ne supporte pas la contradiction dans ce et côté. puis, la chaîne sur laquelle je suis intervenu, quelques mois après, cette chaîne-là a été supprimée au Gabon. Cette chaîne béninoise-là a été interdite au Gabon parce qu'on a osé critiquer le président gabonais, ce même président-là. Ah, il est Dieu. Ben oui, on l'a critiqué. Donc, et on a estimé que ce sont les opposants gabonais en son temps. Qui vous ont payé pour ça, c'est ça? Ils ont payé pour vous avez ça. reçu combien de millions? Soufflez le loup. Est-ce que je serai encore là sur votre plateau? Donc, je dis, moi j'ai été un peu gêné quand j'ai vu le président gabonais sur les perrons de l'Élysée faire un faux pas. J'ai dit, attention. Avec sa canne, j'ai dit, mais écoutez, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Quel président ne va pas accepter qu'on le critique? Quel président africain est parfait? Vous touchez la chose publique et vous refusez les critiques. Vos compatriotes souffrent. Parce qu'on a des gens au Gabon, des Béninois au Gabon qui travaillent, qui depuis 6 mois travaillent dans des universités gabonaises qui n'ont pas encore touché leur pécule. Et quand les hommes politiques en parlent, où vous perdez la vie, où vous vous retrouvez en prison. C'est quel État ça? C'est quel État? Et vous êtes parfait, vous gérez mal, vous avez des problèmes de santé. Un président qui n'est pas en bonne santé ne peut pas diriger un État. Il y a des gens derrière qui dirigent l'État. On a vu en Algérie quelqu'un qui est resté tout le temps dans le fauteuil roulant, qui a dirigé. On ne dirige pas un État comme ça. Tout ça, c'est l'Afrique. Un homme politique, quand vous dirigez un État, vous devenez un homme public, vous devez accepter les critiques. Les critiques ne sont pas souvent malveillantes. Les critiques vous permettent de... C'est constructeur. Quand vous refusez de critiquer, quand même. Donc, ceux qui osent, ils en ont pour leur compte. Mais je dis, c'est la réalité du pouvoir en Afrique. Ce n'est pas seulement au Gabon. Ce n'est pas seulement au Gabon. Quand vous critiquez un État africain, où il y a forcément un homme politique derrière vous qui vous a donné l'argent, ou bien vous êtes malveillant et puis on vous crée des problèmes. Si vous faites bien, même dans une famille, même si vous faites bien, votre fils va vous dire, papa, si vous avez 10 enfants et que les 10 sont d'accord avec vous, ce n'est pas une famille. Il doit toujours avoir un enfant. Un rebelle dedans. Un rebelle. Donc il faut que le président gabonais comprenne aujourd'hui. Moi je dis, pourquoi ne pas inviter ceux-là pour dire, au-delà de tout, le pays nous appartient tous. On fait un dialogue. Parce que les gens ping sont déjà dans la politique. Akedege, quand même, c'est un artiste engagé. Ah oui. Et je ne le vois pas en train de dire des conneries. Il a travaillé depuis le temps de Bongo Père. Dans ses chansons, il a toujours dénoncé ce qui n'allait pas. Et s'il continue, il faut vous asseoir ensemble pour dire, mais ceux-là, ceux qui disent là par rapport à ce que je fais, où se trouve la réalité? Donc je crois que cet État-là, moi j'en avais eu mon compte en son temps avec eux parce qu'on a osé dire un Béninois ne peut pas critiquer le Gabon. Encore que ce que nous disions avec le confrère. Vous êtes dans le vrai. C'était vrai. Donc ils ont choisi comme principe de couper cette chaîne-là au Gabon, tranquillement. Triste, vraiment. Et pourtant, vous parlez de Bongo au pouvoir actuellement. Sa candidature sera validée par la Cour constitutionnelle. Ça va passer comme il est dans la poste. Tranquillement. Je dirais que c'est ça le paradoxe. Mais c'est cela. Parce qu'il a même indiqué, même s'il n'y avait pas, à leur niveau là-bas, dans d'autres pays africains, il y a la visite médicale. Mais à ce que je sache, il devrait y avoir également des dispositions relatives au Gabon également. Voyez-vous, un médecin gabonais dire que le président il a tout dirigé. Mais pourtant, nous autres ne sommes pas médecins. Il meurt tout de suite, c'est ça? Mais nous autres ne sommes pas médecins. Mais nous autres ne sommes pas médecins, mais nous constatons. Vous avez donné l'exemple de l'Élysée, où il a failli manquer le pas, le président gabonais. Bon, certains blocs qui étaient obligés de... Ou certains... l'aide à tout le monde. Oui, ça peut arriver, mais... Il avait le calme. Il n'arrivait même pas à bien marcher. Mais quand même... Il avait forcé, hein? Justement.
Non, donc, sincèrement, il va falloir que les uns et les autres fassent l'introspection, mettre la main à la terre et se dire que le mal se trouve dans leur camp. Et c'est eux-mêmes qui font tout. Et il prépare son fils, il prépare son fils. Justement, je disais tantôt que le rituel n'est pas terminé. C'est pas Parce une qu'on tient, monarchie. à ce que ce soit le fils qui Une remplace. contagion dans la zone, là. C'est dans la zone. Voilà. Nos cours constitutionnels sont confrontés à des cas. Justement, vous avez le paradoxe. Mais on dit qu'il y a des cours constitutionnels. Au Mali, cette même cour, ou une cour suprême qui a permis à Goïta, par exemple, de prêter serment. Ah, ils ont trouvé alors plus fort. Au Burkina Faso, la dernière fois, il y a quelques semaines, devant la cour, cette même cour constitutionnelle, Il a prêté serment. l'autre a prêté serment. Vous avez quel problème en En Afrique tenue militaire. En tenue militaire. Bah, on dit que pourtant, les gens de la cour constitutionnelle. Mais pourquoi est-ce que, alors, les membres de cette cour ne peuvent pas résister pour dire non, on n'en veut pas? Justement. Et ça dit que toutes les cours, tous les membres des différentes cours en Afrique sont manipulés, ou tablés comme merci. C'est notre paire de manches. C'est une question. Nous sommes au Sénégal, Moïse. Je ne suis pas à la tête de la mairie à un poste de combat contre les institutions de l'État. En revanche, je m'opposerai par tous les moyens à toute tentative que pourrait perpétuer les opposants à la libre administration des collectivités territoriales. C'est pas permis de dire de nouveau maire de Dakar qu'il dit là. Oui, je crois que moi j'ai dit au niveau Propos responsable. Oui, au niveau des mairies, on ne fait pas de la politique. On fait pas de la politique, on fait du développement. Et là, qu'il soit opposant ou mouvancier, s'il a les compétences, ils vont vous aider à développer votre mairie. Je suis d'accord. On ne fait pas de la politique. Parce que quand vous regardez dans les mairies, quand vous commencez la politique, c'est que le plan de développement de la commune échoue. On va rentrer dans des institutions. Je dis non. Aujourd'hui, il sait qu'il a intérêt à développer la mairie. Et je crois que les autres aussi ont intérêt. Parce que les opposants ont intérêt à l'aider à réussir le développement de Dakar. Parce que quand vous faites de la politique dans une mairie, qu'est-ce qui se passe? Rien ne bouge. Vous venez en conseil communal, tout le temps, c'est la guerre verbale, on s'insulte, et l'essentiel est mis de côté. Donc je dis, si tous les maires de Dakar pouvaient dire ça, parce que toutes les communes ont besoin de se développer au même titre. C'est vrai que toutes les communes n'ont pas la même taille, mais les communes dans lesquelles on fait la politique, ça ne marche pas. Et je crois que s'il peut lui-même tenir et ne pas faire la politique et penser que, bon, parce que la politique, c'est quoi? On vous bloque. On peut même vous bloquer dans le vote du budget. On peut vous bloquer dans l'adoption du plan de développement communal. Je crois que si lui-même, il peut donner le bon exemple et ne pas faire de la politique et faire appel à toutes les compétences, quel que soit leur camp, je crois qu'il va réussir sa mission. Il dit que le pouvoir sale n'est pas un ennemi. C'est élégant, ça, comme propos. Oui, c'est élégant. C'est l'idéal. Bon, vivement qu'à l'approche de grandes échéances électorales, Et ne change pas d'avis. ils ne se ravissent pas. Et que des instructions ne viennent pas d'en haut pour lui dire désormais, voici ce qu'il faut faire. Vous le voyez manipulable, ce Moi, je ne le vois pas manipulable. Nous disons bien, nous souhaitons à l'épreuve du temps. C'est possible. Oui, vivement qu'ils tiennent. Vivement qu'ils tiennent bon. Donc, l'autre fois, il y a un nouveau maire également qui a quand même pas débaptisé même certaines ruelles. Je ne sais pas si c'est Sonko, mais en tout cas, il y a également le maire d'une région nouvellement nommé et élu là, qui a quand même pas débaptisé certaines localités de sa commune. Et il dit qu'il préfère que des ruelles ou certains monuments, ou certaines places publiques portent les noms africains et sénégalais que de porter des noms de ceux-là qui nous ont colonisés, qui sont venus tuer nos parents, nos aïeux africains. Donc là également, c'est une très belle initiative. Vous saluez cela. Ah, justement. Vous également. Oui, je crois que si je parle de Dakar, je voudrais m'adresser à tous les maires de l'Afrique, des villes africaines. Il faudrait que la première idéologie qui doit les animer, c'est le développement de la mairie. On ne fait pas de la politique partout. Sinon, vous allez avoir un mandat de 4 ans, de 5 ans, et pendant tout ce temps, vous allez faire la politique, et à la fin de votre mandat, vous allez constater que vous n'avez même pas pu construire une seule école dans votre mairie. Donc, je crois que s'il peut tenir, c'est bon. Si, à l'approche de la présidentielle, on ne lui donne pas des consignes pour faire la politique, ça va marcher. Je crois qu'il faut désormais que l'Afrique se développe. Il est temps pour l'Afrique de se développer. Il a gagné au les mains et le pouvoir l'a reconnu. Mais au Sénégal, c'est beau ça. C'est le seul pays où, depuis le bureau de vote, la presse peut proclamer les résultats. Vivement que dans les autres pays africains, les différentes institutions, les institutions chargées d'organiser et de proclamer les résultats des élections s'en inspirent. Et qu'on permette véritablement au peuple, ou constituer des différentes communes, des villes là, d'élire leurs représentants
ou au peuple ou au pays d'élire leurs dirigeants en toute sérénité. D'avoir leur vrai dirigeant. Merci, d'avoir leur vrai dirigeant. Ces dirigeants-là, sur qui ils ont porté leur choix dans les urnes, que d'inverser les tendances, les résultats. Parce que nous avons constaté que... c'est la CENI, c'est la Sénat qui doit. Et au fil des jours, au fil des heures, les tendances, on modifie les tendances. On modifie les tendances jusqu'à faire gagner le candidat que l'on tient. Pourtant, vous étiez sur le terrain, vous étiez dans les urnes, vous avez vu ce qui se passait. Il faut exhorter ces pays-là à ne plus couper l'Internet des élections. Il faut exhorter ces pays-là à ne plus couper le courant le jour des élections. Il faut permettre, comme l'a dit Jérôme Fossé, il faut permettre que depuis le bureau de vote avec mon téléphone, je puisse communiquer directement avec ma rédaction. Ailleurs, on dit, aucune radio, aucune télé n'a le droit de proclamer avant la fermeture du dernier bureau de vote. Une honte pour ce continent. Une honte. Pourtant, si le bureau de vote dans lequel je suis a fini, je suis capable d'envoyer ma rédaction pour dire, attends. Mais ici, on a dit jamais. C'est comme l'a dit quelqu'un, comme le disait un grand comédien Galaval, il dit en Afrique, on connaît celui qui est élu avant d'aller voter. Donc, il faut qu'on évolue. Et je crois que les autres pays doivent tirer exemple. Si vous ne vous reprochez rien, laissez les gens proclamer les résultats dès qu'il y a fermeture du bureau. Mais on dit qu'il faut centraliser. Et c'est dans la centralisation-là qu'on décentralise. Des jours après. Des jours après. Le temps de tripatouiller, d'inverser les tendances, d'infirmer certains résultats qui, pourtant, sur le terrain, sont de vrais résultats. Vous n'avez pas honte de faire ça sur le continent? Cette question, il faut bien l'adresser aux membres des institutions. Mais ils blessent l'orgueil de l'Africain comme ça. Justement, ils humilient, je dirais, l'Afrique, à lui faire perdre sa dignité. Mais d'année en année, d'élection en élection, la maturité est dans certains concitoyens essaient d'assurer la garde, la veille, je dirais, pour réduire plus ou moins cette tendance-là ou cette propension à faire basculer les résultats, à changer carrément les résultats, de sorte que celui qui n'a pas été élu dans les urnes, qu'on ne le programme plus. Mais malheureusement, les intellectuels chargés d'illuminer le peuple, c'est eux qui sont à la base de cet patrouillage-là. Parce que, vous savez, en Afrique, le taux d'analphabétisme est élevé. Et ceux qui sont allés à l'école, c'est eux qui doivent indiquer le bon chemin, mais c'est eux qui participent à des patrouilles. Comment on peut faire élection dimanche et on attend peut-être l'autre dimanche? Alors qu'ailleurs, 24 heures, 48 heures après, les gens sont connus. Vous avez vu Adrien sortir de vainqueur dans le bureau de vote et 2 jours après, on vous dit que c'est plutôt... Oui, Simplice qui... Non, on annule. Carrément. On annule des mois pour dire le procès verbal non signé. On invente beaucoup de choses parce qu'on connaissait les résultats. J'ai dit que c'est en Afrique seulement que depuis que je suis... C'est en Afrique que j'ai appris qu'on pouvait élire président par chaos. Je n'ai jamais entendu ça en Europe. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on m'a dit que les gens ne sont pas sortis pour voter? Vous êtes champion par ici. Hein? Oui, les Africains, non, c'est comme ça. Vous savez, il y a des gens qui ont été élus sans être allés voter. C'est en Afrique qu'on voit ça. C'est vrai? Ben oui. Moïse? Oui, il y a des gens qui ont été élus dans des pays africains parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'aller exprimer leur voix, mais finalement, ils ont été élus. Et ça, c'est en Afrique. Ça ne se passera pas ailleurs. Vous savez, là-bas, c'est le vote électronique. À peine le dernier vient de voter, puis ça s'affiche là. Il n'y a pas question de... Il faut que les Africains... Ça aussi, c'est l'État souverain. Si l'UE veut que nous soyons des États souverains, il faut nous doter de cette technologie-là pour que nous aussi, nous puissions... Dès qu'on a fait de voter, on dit que le bureau fait à 17h. Déjà, à 20h, on sait qui est élu. Tranquillement. Ça, c'est une belle leçon. Très belle leçon. Là, nous avons intérêt à nous inspirer de la puissance colonisatrice, parce que, comme je disais, en France, par exemple, au soir du 10 avril prochain, déjà, 18h-19h, afficher ce qui est élu, président de la République. Vivement que ça vienne en Afrique de l'Ouest. Et Macky, ils sont reconnus que Barthélémy Diaz, il a gagné. On n'a pas rejeté. Non. C'est heureux. On ne devrait pas. Si on reconnaît qu'il a bien gagné, il faut qu'on lui donne aussi les moyens de bien travailler. Il ne faut pas qu'on dise qu'il a bien gagné. Et en sous-main, on lui crée des difficultés. C'est pourquoi il a tenu ce discours-là, je suis d'accord avec lui. Et il s'est étonné, c'est un Sanko bis, là. Quand le pouvoir ne peut pas tricher avec vous, ils sont obligés de le reconnaître, mais ils vont mettre des chiens de garde à votre trousse. Pour ne vous donner aucun résultat. Pour vous empêcher de travailler. Je crois que les gens ont intérêt à le suivre. Si les Africains peuvent jouer, parce qu'il faut que ça vienne de l'intérieur. Ce n'est pas seulement le colon. Le colon nous donne, qui n'a qu'à nous donner la technologie. Qui nous permet de nous approprier de la technologie. Qu'on va faire de voter. Parce que le 10 avril, vous l'avez bien rappelé, on sera devant notre télé, on va voir les divers candidats qui vont féliciter l'élu. Mais chez nous, on entend.
On entend. 112 ans, on dit non, toutes les cantines ne sont Je pas suis pas encore rentrées. rentré. Cantine, voilà. Alors que là-bas, on n'a pas besoin de bouger les cantines. Sur place, là, les cantines peuvent dormir là. Si on veut que les États, par rapport au premier sujet, si on veut que les États deviennent des États souverains, il faut qu'il y ait aussi le transfert de technologies. Nous aussi, parce que on a des informaticiens, on a des gens qui peuvent faire, mais il faut vous permettre de les utiliser pour que désormais nos présidents soient bien élus. Merci à vous, Moïse. C'est déjà la fin de ce numéro. Merci à vous, Adrien. Madame, monsieur, merci à partir des nôtres. Nous nous retrouvons bientôt.